Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un philosophe vraiment très influent qui est Emmanuel Kant. Mais avant de voir un peu ce qu'il a dit, je vais juste vous raconter une petite anecdote pour que vous compreniez un peu mieux le personnage. Donc Kant, c'était un homme aux habitudes vraiment très strictes. Alors il vivait à Königsberg, avant c'était en Prusse et aujourd'hui ça s'appelle Kaliningrad, c'est en Russie, et ses journées étaient vraiment réglées comme une horloge très stricte. Chaque après-midi, à la même heure précise, il faisait une promenade dans les rues de Königsberg, et donc les habitants de cette ville connaissaient si bien sa routine qu'ils réglaient apparemment leur montre sur son passage. Bon, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas ça participe à l'anecdote, et apparemment, juste pour rajouter un petit peu à cette histoire, le seul jour où il a dérogé à cette promenade quotidienne, c'est quand Rousseau a publié le Contrat social. Mais alors, au-delà de cette vie bien réglée, Kant fut surtout un immense penseur. Il est né en 1724 et il vécut donc à l'époque des Lumières, qui est un mouvement intellectuel qui prônait la raison, le progrès et la liberté de penser. Et Kant a vraiment révolutionné la philosophie avec ses trois grands livres, ses trois grandes critiques, qui sont la critique de la raison pure, la critique de la raison pratique et la critique de la faculté de juger. Alors, dans la première, il s'est surtout interrogé sur les limites de notre connaissance, parce que, selon lui, on ne peut vraiment connaître que le monde des phénomènes, c'est-à-dire ce qu'on perçoit avec nos sens. Bon, après c'est un petit peu plus complexe parce que dit comme ça on pourrait penser que c'est un empiriste, mais c'est pas le cas. Kant il essaye en fait de faire la jonction justement entre l'empiriste, qui considère que toutes nos connaissances elles viennent des sens, et l'idéaliste qui considère au contraire que la connaissance, eh bien elle vient des idées. Donc pour Kant en fait il y a le monde des choses en soi, c'est-à-dire la réalité ultime, dont on ne peut presque rien dire finalement, on ne la connaît pas du tout, puisqu'elle reste inaccessible à notre entendement. Ensuite il y a la deuxième critique. La deuxième critique elle porte sur la morale. Et dans celle-ci, Kant y développe l'idée d'un impératif catégorique. L'impératif catégorique, c'est une loi morale universelle qui s'impose à tous. Entre autres, il y a par exemple le principe qu'on ne doit pas mentir, peu importe les conséquences. La morale pour Kant, elle vient de l'intention et pas des conséquences. Et puis, enfin, il y a la troisième critique. Et dans cette critique, Kant s'intéresse à l'esthétique, c'est-à-dire à la beauté et au jugement de goût. Et c'est ce dernier aspect de sa pensée qui va aujourd'hui nous intéresser. Donc Kant se demande: qu'est-ce qui fait qu'on trouve quelque chose de beau ? Pourquoi certaines œuvres d'art, ou même certains paysages, parce que lui justement il s'intéresse presque plus à la beauté naturelle qu'à la beauté artistique, eh bien pourquoi est-ce que ça nous émerveille ? Alors juste avant d'aller plus loin, je vous propose une petite expérience. Regardez les deux images que je vous montre maintenant. L'une représente vraiment une superbe cascade dans une forêt tropicale, vraiment c'est un paysage très beau. Et dans l'autre image, on a un graffiti urbain qui est coloré sur un mur de briques. Et je vous pose cette question, laquelle de ces images vous trouvez la plus belle et pourquoi ? Juste mettez la vidéo sur pause pendant quelques secondes et posez-vous cette question. Donc ça devrait être bon, et comme vous pouvez le constater, on se dit intuitivement que la beauté est subjective, chacun a son avis personnel. Pourtant, ce qu'on va voir, c'est que Kant, lui, il pense qu'il y a quelque chose d'universel dans notre appréciation du beau. Et c'est ce paradoxe qu'il va tenter d'expliquer dans sa philosophie esthétique. Donc maintenant qu'on a une meilleure idée de qui était Kant et de sa philosophie en général, on peut s'intéresser vraiment à sa conception de la beauté. Alors, pour Kant, quand on trouve quelque chose beau, en fait, notre jugement a 4 caractéristiques principales. Le premier truc, c'est que le jugement esthétique, il est subjectif, mais il est universel. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, quand on trouve un tableau ou un paysage magnifique, c'est notre opinion personnelle, subjective, mais en même temps, on a l'impression que tout le monde devrait être d'accord avec nous, comme si notre jugement avait une valeur universelle. Et j'insiste bien sur le « comme si », parce qu'on sait bien, et Kant aussi, sait bien qu'en réalité c'est pas le cas. Mais alors, ça paraît un peu paradoxal. Donc, deuxièmement, pour Kant, le beau plaît universellement, mais sans concept. Alors là, si vous vous dites « ça commence à se compliquer », vous allez voir, en fait c'est assez simple. Parce que quand on admire un coucher de soleil, en fait on voit bien qu'on n'a pas besoin de définir rationnellement pourquoi c'est beau. On le ressent intuitivement, sans passer par des concepts abstraits. On n'a pas besoin de connaître la physique, on n'a pas besoin de connaître ce qu'il se passe dans le soleil, on n'a pas besoin d'avoir une conception en fait des choses, et en particulier là du soleil, pour sentir que c'est beau. Ensuite, troisièmement, le jugement de goût est désintéressé. Donc ça signifie que la beauté d'un objet ne dépend pas de son utilité ou même de sa moralité. Une rose, elle peut être belle même si elle ne sert à rien, et même justement en fait, presque parce qu'elle ne sert à rien. Vous voyez, même si elle n'a pas d'utilité, ou même si elle a des épines, même si on peut se piquer en la touchant, eh bien ça n'empêche qu'elle peut être belle. Vous voyez, l'art, c'est souvent gratuit. Alors ça dépend, après il y a un marché de l'art, mais c'est autre chose. L'art en général, voilà, en tout cas l'art dont parle Kant, il ne cherche pas forcément à être utile. Et ça, je trouve que c'est une distinction qui est assez intéressante. Kant, il fait une distinction entre le beau et le sublime. Le beau, pour lui,
c'est ce qui nous plaît de manière harmonieuse et apaisante, vous voyez, comme une jolie mélodie. Alors que le sublime, au contraire, c'est ce qui nous impressionne, nous dépasse, c'est ce qui nous effraie même un petit peu. C'est comme si c'était trop grand, que ça nous écrasait. Comme par exemple une tempête en pleine mer, ou vraiment une montagne qui est immense. C'est tellement grand, c'est tellement impressionnant, qu'en fait on n'arrive presque plus à en contempler la beauté. Le sublime, il est trop grand pour notre entendement, c'est pas la bonne mesure. C'est presque, voilà, comme si on était trop petit pour l'apprécier. Vous voyez, juste pour donner un exemple concret, si on imagine par exemple un tableau de Monet, qui représente son jardin à Giverny, eh bien, on voit que les couleurs sont assez douces, les formes sont arrondies, c'est un petit peu comme si l'ensemble dégageait une impression de sérénité. Donc ça serait typiquement le genre d'œuvre que l'on pourrait trouver belle au sens de Kant. Par contre, on pourrait penser à un autre type d'œuvre, comme par exemple une symphonie de Beethoven, comme vraiment celle qui est emblématique, la 9e. Vous voyez, la 9e symphonie, la musique elle est puissante, elle nous emporte, elle nous bouleverse même, et là, à ce moment-là, on n'est plus trop dans le domaine du beau pour Kant, on serait plus dans le domaine du sublime. Vous voyez, c'est presque trop grand, trop impressionnant, trop important. La mesure, en fait, elle est dépassée. On n'est plus dans la juste mesure, dans le simple beau, on est dans quelque chose qui dépasse le beau, mais qui est presque trop beau. Et trop beau, ça dit bien ce que ça veut dire, justement. C'est que ça dépasse le beau. On n'est plus seulement dans le registre spécifique du beau, on a dépassé la juste mesure. Donc voilà, j'espère que ça sera un petit peu plus clair ce que Kant désigne vraiment par le beau, le sublime, et puis toutes les qualités qui les accompagnent. Alors, vous vous demandez peut-être, ok, c'est bien joli tout ça, mais à quoi ça sert de réfléchir sur la beauté comme Kant l'a fait? Eh bien, là, c'est assez intéressant parce que, historiquement, sa pensée a vraiment eu un impact majeur sur la philosophie, et puis, plus généralement, en fait, sur la façon dont on conçoit l'art. Parce que, avant Kant, l'esthétique, c'est-à-dire la réflexion sur le beau et puis sur l'art, c'était pas vraiment considéré comme un domaine philosophique à part entière. On avait plutôt tendance à la rattacher soit à la connaissance, en disant que l'art imite la réalité, comme on l'a vu avec Platon dans la dernière vidéo, soit à la morale, en disant que l'art nous rend meilleurs. D'ailleurs, on dit encore parfois une belle action, vous voyez, comme si la morale avait un lien avec l'esthétique. Et d'ailleurs, même pour Kant, il refait un petit peu ce lien entre morale et esthétique, mais d'une autre manière. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Donc, Kant, en fait, lui, il affirme que l'esthétique, c'est un champ autonome, qui est indépendant à la fois de la science et de l'éthique. Et ça, c'est vraiment une idée assez révolutionnaire pour l'époque, parce que, comme on l'a vu, Kant montre que le jugement esthétique a ses propres règles, qui sont différentes de celles de la connaissance rationnelle, ou de celles de la connaissance morale, des règles morales. Quand on dit en fait « ce tableau est beau », pour Kant, on ne cherche pas à décrire objectivement le monde, ni à donner une leçon de vertu. On exprime en fait un sentiment subjectif, mais qu'on suppose partageable par tous. Ce qui fait qu'en analysant comme ça le jugement de goût, Kant en fait il a mis en lumière son caractère paradoxal. Le jugement de goût, le jugement esthétique, il est à la fois subjectif et universel, gratuit et pourtant profondément sensé. Et c'est ça qu'il appelle la finalité sans fin de la beauté. Vous voyez, l'art en fait ça sert à rien de concret, il n'y a pas de fin utilitaire, ça nous sert à rien concrètement. Mais pourtant, il nous apparaît comme ayant un sens, comme ayant une cohérence interne. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'il a une finalité. Vous voyez, finalité sans fin. Et ça, cette conception kantienne de la beauté, elle a eu une grande influence sur les théories esthétiques ultérieures. Donc par exemple des philosophes comme Schiller, Hegel ou Schopenhauer, des philosophes que l'on associe à l'idéalisme allemand, eh bien ont prolongé et ont discuté ces idées. Alors bien sûr, comme pour tout philosophe et comme pour toute philosophie, on peut aussi critiquer certains aspects de la pensée de Kant sur l'art. Par exemple, sa vision du génie créateur comme un être vraiment quasi divin, qui est détaché des contingences matérielles, ça peut sembler un petit peu daté aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, vraiment, ces réflexions sur l'esthétique, elles restent encore, même aujourd'hui, vraiment d'actualité et très très pertinentes pour analyser l'art et la beauté. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation de la philosophie esthétique de Kant vous aura intéressé et puis que vous aurez appris quelque chose. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos réflexions, vos questions et puis même vos objections par rapport à ce qui a été dit dans la vidéo. C'est toujours intéressant de voir ce qui est dit dans les commentaires et puis d'avoir des discussions avec vous. Et puis si ça vous intéresse d'en savoir vraiment davantage sur la philosophie de Kant, ce que je vous invite à faire c'est de le lire par vous-même et donc de lire la critique de la faculté de juger. Alors Kant c'est pas l'auteur le plus simple à lire en philosophie, mais vraiment si vous souhaitez le lire par vous-même, voilà c'est une bonne idée. Et puis sur ce, je vous dis portez-vous bien et je l'espère à bientôt dans une prochaine vidéo.